La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire. On est dans le noir. Il fait noir. Et dans le noir, dans le froid, j'ai froid. On ne grelotte pas, mais on a froid dans le noir. On ne voit pas qu'on a froid. On ne voit plus rien. On entend des bruits. On entend des pas. On entend des larmes couler. On est mort, c'est tout. Dans la tombe noire et froide. On attend. On est mort. On est mort, c'est tout. Faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Il croit qu'il dort, vous avez entendu? Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Ça va, on a compris. Pardon? Tu te répètes, mon gars, tu te répètes. Oh, oh. Vous êtes où? Vous êtes combien, là? Un certain nombre, si tu veux savoir. Non, certain. Et plus nombreux que les autres là. Alors Marcel, plus nombreux pour rire. Oh, les gars, vous voulez que je vous raconte celle du gars qui débarque avec son costume sous le Non, bras? on la connaît, Marcel. 10 fois déjà que... Tu fatigues, Marcel. Je veux pas dire, mais tu fatigues. Oh, ça va si on peut plus s'amuser. Mais dites! Et c'est reparti. Toujours pareil avec les nouveaux. Le même tintouin qui reprend. Ah, faudrait les prévenir là-haut. Après, ils vont dire que c'est nous qu'on radote. Mais comment tu t'y prendrais? Hein, Marcel? Excusez-moi, mais... Oh, encore un pressé. Tout doux, mon gars, t'as tout ton temps. Et même plus, Marcel. Ah, c'est sûr, Roger, c'est pas prêt de finir l'éternité. Faut vraiment que je me réveille. Ne sois pas idiot. Pardon? T'as ton compte, Alphonse. Hein? Y a pas de mal. Pardon? Ah, t'es bouché ou quoi? Tu dis pardon, je dis y a pas de mal. Mais t'énerve pas, Roger. Oh, je sais bien, mais il y a des fois où... Bah, souviens-toi quand t'es arrivé, c'est du pareil, non? Je dis pas, mais quand même, c'est pas de raison pour nous casser les pieds. Excusez-moi. C'est qu'on est bien entre nous. Et remarquez, les gars, plus on est de morts, plus on est... Ah, t'as pas tort, Marcel. Je dis pas. T'as pas tort. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par t'as ton compte, Alphonse? Tu es mort, Alphonse. C'est la vie. Tu saisis, hein? Encore un dire de la comprenette. Ouais, il pourrait nous envoyer des plus éveillés. Hein. On choisit ça toujours. Ah, Roger! T'as raison, Marcel, dis pas, t'as raison. Vous plaisantez? Je me suis endormi devant la cheminée après le dîner, mais je vais me réveiller. Je fais juste un petit somme et un mauvais rêve. Tu rêves pas, Alphonse. Une attaque au coin du feu. À ton âge, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas possible. Eh si, faut y faire, mon Alphonse. Mais Oh, y en a marre. Calme, Roger. Ah, je voudrais t'y voir, toi. À chaque fois, c'est pareil. C'est vrai, pas que ça à faire à les entendre pleurnicher. Bon, bah, on reviendra plus tard. Hein. mais je vous... Et tu vois, recommence. Bon, allez, à tantôt. C'est ça, Roger, et va pas au bistrot de la mère Pascal. T'as pas fini de payer ta dot. Sacré Marcel, toujours le mot pour rire. Attendez. Faut vraiment que je me réveille. Attendez, j'arrive. Oh, mais vous êtes où? Aïe! Ma jambe! Attendez-moi! Dites quelque chose, ne me laissez pas seul! Oh! Du fond des abîmes, je crie vers toi, Seigneur. Prêtez l'oreille à mes paroles, Dieu Tout-Puissant. Pourquoi cacher ainsi votre visage, alors que mon corps s'effrite comme du bois vermoulu? Mon âme aspire à vous, mon âme soupire après vous. Chaque jour, je répète où donc est Dieu. J'attends que mes os humiliés tressaillent d'allégresse en vous, mon très clément en vous. Où s'en retourne la chair des bienheureux qui meurent dans le Seigneur. Et, oh, mon Dieu, je suis morte en vous. Oh, et j'attends d'apparaître devant votre face. Alors mon très loué, mon très clément, mon tout, qu'attendez-vous pour me prendre? Moi qui repose en attendant la résurrection promise de
Selon Saint Jean, verset 25. CJ Jean-René Blandin. CJ Jean-René Blandin. CJ Jean-René Blandin, garagiste de son vivant, qui au sortir d'une enfance heureuse, quitta son bourg pour suivre les drapeaux tricolores dans les chemins embourbés de l'Est de notre patrie. Son apprentissage dans le métier des armes ne fut que victoire, et son avancement au rang de lieutenant, juste triomphe. Il soumit l'ennemi au chemin des dames, ce farouche ennemi qui voulait envahir notre beau pays. Il dompta le Boche, mais sa propre renommée ne fut jamais la gloire de ses succès, mais la gloire de sa patrie. Rude, sévère, mais correct, il fut pour ses camarades et subordonnés un chef exemplaire, toujours disponible pour une parole réconfortante. Mais dès que la patrie cessa de l'exiger, il cessa de vaincre, pour s'en retourner en son bourg qui l'accabla d'honneur mérité. En sa 27e année, il prit Germaine Ronchon pour femme, qui lui donna 2 fils et 2 filles. Bonheur de ces années de dur labeur comme concessionnaire Citroën. Il reprit les armes pour combattre dans la clandestinité farouche l'oppresseur insatiable. Et sous le nom de capitaine Jean, fut par 2 fois blessé, mais jamais terrassé. Il témoigna à la chambre civique contre Paul Reboul, accusé de soutien actif à l'occupant. Il fut blanchi des soupçons tangibles dont il était l'objet. Ce fut en la 56e année de son âge, l'an 1953, le 4 juillet, que la 2 chevaux d'Auguste Richer, dont il vérifiait les freins sur la route de Landon, s'engouffra sous un semi-remords, qu'à 5 heures du soir. Et qu'après 2 jours de douce agonie, il s'éteignit dans l'affliction de sa famille. Germaine Ronchon, sa tendre épouse, François et Fabrice, Florence et Fabienne, ses enfants chéris, son frère, Yvan Blandin, dit Papa Génito, ont élevé à la mémoire de leur mari, père et frère, ce monument de leur regret. Voilà l'épitaphe qu'elle aurait dû me faire graver, la salope! Pas d'ange, pas de harpe, pas de vertes prairies fleuries, que des craques qui racontaient le curé, que des craques. Je confesse que je méritais de mourir dès la première fois que je vous offensais volontairement. Que le péché en tuant mon âme devait faire périr mon corps et que si je suis enfin sous terre, je ne le dois qu'à votre bonté. Mais je vous en supplie, Seigneur, prenez grand soin de ma fille Bernadette Bigot, qui s'éloigne de votre voie et se complaît pour la luxure. Je suis une personne ordonnée. On appréciait mon sens de l'ordre, à la mairie, au château ou chez le docteur. Et de la propreté, ça va de soi. J'ai toujours été une personne ordonnée. On ne pourra rien me reprocher. Et propre, naturellement. Le matin, j'ai repassé ma jupe lissée noire. J'ai amidonné mon chemisier, le chemisier à fleurs du dimanche. J'ai ciré mes chaussures noires et je les ai fait briller avec un chiffon de laine. J'ai même mis une culotte propre, bien que ce fût mardi. Je suis une personne propre. J'ai juste déposé le chemisier bien dans les plis, à côté de la jupe plissée et des chaussures noires sur le gravier. Donc, les chaussures
À droite, la jupe plissée. Et encore à droite, le chemisier. Je suis une personne ordonnée. Je suis donc entrée dans l'eau avec ma culotte toute propre. On a sa pudeur, mais sans soutien-gorge. Ma poitrine n'a pas besoin de soutien. Ainsi, quand les pompiers de Landon m'ont sorti du lac des Bluets, avec le docteur Lemoine pour l'autopsie, le Fabrice, mon mari, pour la reconnaissance du corps, le Reboul Paul, adjoint au maire, pour le certificat de décès, le petit Lespinasse, qui passait en vélo, et le Georges Vinchon, qui était dans son champ, ils ont pu admirer ma culotte toute propre. Ils ont vu, une dernière fois vue, cette poitrine blanche, ces deux seins blancs et fermes, lourds peut-être, trop lourds pour eux. Oui, ils ont vu cette poitrine, le Serge Lemoine qui me pénétrait le vendredi sur sa tableau d'autopsie quand sa femme était en ville, le Reboul Paul dont je suçais le sexe le mardi dans son bureau, le Fabrice que je chevauchais sur le lit grinçant, et le petit Lespinasse, mon tout fou, qui venait entre mes deux seins que je pressais. Et même le Georges Vinchon, que je rejoignais le lundi dans la grange au foin, et qui me faisait des choses dégoûtantes que moi, personne propre et ordonnée, personne réputée propre et ordonnée, j'aimais. Eh bien oui, je les aimais, moi, tous ces sexes d'hommes, et toutes ces choses qu'ils me faisaient, les hommes, ces hommes réunis une dernière fois autour de mon corps. Le Georges Vinchon, le fils Lespinasse, le Fabrice, le Paul Reboul et le Serge Lemoine. Ces hommes qui admirèrent une ultime fois cette poitrine, ferme, ferme encore, mais lourde. Ces deux seins qu'ils dédaignaient maintenant, qu'ils refusaient d'embrasser, de toucher, de tâter. Ces deux seins que depuis des semaines et des mois, ils ne voulaient plus caresser. Et ces deux seins, fermes encore, fermes quoique lourds, leur arrachèrent une ultime érection, comme l'hommage du souvenir, de la mémoire des plaisirs partagés, l'hommage de ces hommes aimés et ingrats à une femme aimante. Putain de Solex. Putain de Solex. Et je l'avais bien dit au Georges d'Ivoire le tambour, hein, que dans la Grand Côte, il y avait le vent dans le dos et le virage avant la ferme des Riboux. Et le tambourière, il freinait plus sec à la soupe. Et je l'avais redit au Georges. Hein. Pense-y donc, frère, c'est-il pas rien sur le vélo Solex. J'ai dit donc un œil tantôt. C'est comme qui dirait fait, ma soeur Georges. De toute façon, avec le 3600, tu risques rien. Parle. C'est pas qu'un poil qu'il a dans la main, le fils. Qu'il a renié sa part, salopio, quoi. Et parce que dans le bas de la Grande Côte, c'est pas la Marguerite des Riboux qui rentre à l'étable. Et que moi j'actionne beau le frein arrière, et je me trouve à faire la bascule dans la Marguerite. Et du fossé à Purin, mais sur plus relevé. Ma Biquette? Mon Biquet, Ça va? ça va et toi? Ça va. Pas trop froid? Jamais avec toi, ma Biquette. Elle était fraîche pourtant. Toujours en la saison. Mon Biquet, Ma Biquette. tu sais, mon Biquet, on est bien ici. On est bien. On s'y baignait Oui, avec le Georges, le Gaston, la Julie, la Rosalie, la Fernande. oh, t'as toujours eu un petit penchant pour la Fernande. Oh, ma Biquette, tu sais bien que... Oh, je te taquine, mon Biquet. Oh, ma Biquette. On est bien ici.
On est bien? Mieux que... Oh, 1000 fois mieux, ma biquette. Oh, Biquet. Ma biquette. C'est vrai qu'elle était fraîche. Tu as bien fait de garder ton châle. Mais jamais je ne serais partie sans mon châle. C'est loin, ma biquette. C'est loin, mon Biquet. On a eu notre compte. Bien N'est-ce sûr. pas, ma biquette? Bien sûr, mon Biquet. On ne pouvait pas continuer comme ça. Non, on ne pouvait pas. On a bien fait. Oui, on a bien fait. On ne pouvait pas demander à Gilbert tout le temps. Bah, il le faisait volontiers. Oui, mais on ne pouvait pas. On a été gâtés par notre fils. Il nous a gâtés, notre Gilbert. On aurait dû lui laisser un mot. Il l'aura compris. Ne t'inquiète pas, ma biquette. Ah, mon Biquet. Ma biquette. Mais jamais je ne serais allée dans leur maison de vieux. Oh, Gilbert passait tous les jours. Je sais bien, mon Biquet. Il ne nous a jamais rien demandé. Jamais. Et si tu étais parti avant moi? N'y pense plus, mon Biquet. On a bien fait. Bah, on ne pouvait plus continuer. Non, on ne pouvait plus. Même si elle était fraîche. Bah, en automne, on ne s'y baignait plus. Tu as raison, ma biquette. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Mon Biquet, Ma biquette. embrasse-moi. Bien sûr, ma biquette. Je, sous-signé Bernadette Bigot, certifie sur l'honneur que le seul phallus jamais touché de ma vie a été celui de mon cousin Georges, l'été 43, à la Grange au Foin. Confirme la découverte de mon homosexualité au couvent Sainte-Marie de la ville avec Sœur Thérèse et ma camarade Huguette. Confirme avoir éprouvé des amours épanouis, notamment à la Baule avec Agathe Berthoud en 64-67. Assume mon militantisme athée à la cause des femmes, puis au MLF. Affirme que mon décès prématuré à l'âge de 47 ans d'un cancer de l'utérus est totalement indépendant de mon choix de vie. Jure que j'ai volontairement mis fin à une lignée de frigides femelles catholiques et proclame ainsi l'extinction totale de la race des Bigots. Pauvre Serge, obligé de se taper la Huguette qui venait le vendredi faire le ménage. Mais tout chez moi, la femme du docteur, pauvre Serge, avec ses mains écœurantes qui tâtaient les malades à longueur de journée. Non, merci. Il me répugnait, avec sa queue, sa sale queue, qu'il remuait le vendredi dans la Huguette, qui se faisait fourrager le con le mardi chez le maire, et le mercredi par le fils de Spinasse. Et lui, le pauvre Serge, qui y passait en fin de semaine après tous les autres. Et le mari de la Huguette, un bouse malpropre. Et le Georges Vinchon, qui s'envoyait même sa fille, et Dieu sait quoi. Et Serge qui voulait toujours venir. Ah non, jamais. Avec sa queue crasseuse
et traîner dans la huguette, plutôt avaler tous les tubes de comprimés dans l'armoire de son cabinet, plutôt ça que sa queue dégoûtante en moi. Saleté de kleps. Va toujours venir dans mes pattes à me lécher tout partout. Oh. Saleté de kleps. À pisser dans la maison et même hors. Et le Roger qui disait rien. Le Roger qui n'en avait que pour son Rex. Qu'il mangeait dans la cuisine avec nous. Qu'il emmenait dans la forêt pendant que je nettoyais son clément. Qui m'engueulait quand je lui donnais une tatane à son Rex. Qui dormait même dans la chambre avec nous. Ben, couche avec Tantier, je lui dis bon. Mais je l'avais prévenu. Si tu t'enterres avec, je fais tombe à part. Ben, voyez, j'ai tenu bon. Pas le crouille, prévient le capitaine. Les femmes et les enfants, mais pas le crouille. On rentre dans la casse-bar et schlac. Plus de femmes, plus d'enfants. On lui amène le grouille avec sa djellaba pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène, la Jeep! Et Eugène va chercher la Jeep, planquée à 2 km du bled, dans cette putain de montagne et ce putain de soleil. Et Eugène ramène la Jeep. Et le grouille, à poil sur la chaise, la mâchoire pendante et l'oreille gauche en moins. Matériel dans la Jeep! Et Eugène va chercher le matériel dans la Jeep. Arrivé au 152e RI, c'était tombé sur moi. Évidemment, quand j'ai dit mes compétences. Eugène, électricien. Avec moi, avait dit le capitaine. Section spéciale. Avancement, dépaysement, amusement. Action, distraction, promotion. Là où il y a de la gêne, il y a Eugène. Il rigolait au foyer en se tapant les cuisses. Eugène, la gégène. Quand c'était mon tour, BMC. Mais leur-y le jus! Et Eugène, il songeait à son bourg, au samedi au café de la mairie, à ses 2 loupiaux, l'Odile, qu'elle est sur ses 5 ans, et le petit qu'il n'avait même pas vu. Et Eugène songeait aux eaux vertes de la Raguse, aux parties de pêche avec papa dans le bluet, aux cuisses chaudes de son Yvonne. À tout cela, il songeait, Eugène, la gégène, en ramenant le matériel dans la casse-bar, avec le capitaine qui criait aux couilles de crouille, se marrant. Eugène, la gégène, les couilles du crouille, se marrant, se marrant. Et l'Eugène qui prend son FM, l'Eugène qui tire dans la casse-bar, l'Eugène qui tire sur le crouille, l'Eugène qui tire sur le capitaine, et l'Eugène qui tire sur le Marcel du Routier, le Maurice du Nord, qui tire sur la TL, sur Julien de Pigalle, sur Henri le Moriton, sur le Pierrot de Bordeaux, sur le Michel la Pédale. Et l'Eugène qui tire sur l'Eugène.
Je l'avais bien dit au Léon. Février trop doux, printemps au courroux. Mais il a pu faire ses semailles. Les chevaux sont bourbés pour un trou. Et un tantôt, chez le maire Pascal, il lance que, ça y est, se marie, 15 juillet, avec l'Alphonsine déblouie. Et quand je m'écris, bon diva, en mois de juin et juillet, qui se marie fort mal fait. Mais lui, le Léon, il prend garde, et le voilà marié. Pendant le banquet, j'y glisse de ne point trop se laisser aller à la bagatelle, car en juillet et août, ni femme ni chou. Mais rien. Matin, se levait même plus à l'Angélus pour s'en aller faire les foins. Alors je vais l'y voir, lui qui roucoule la sainte journée. Léon, je déclare, qui dort en août, fort à son bout. Oh, on me fait, t'inquiète, Alain Saint-Onésifore, la sève s'endort. Encore un petit mois, et je retrousse les manches. Mais le Léon, il continue sa farine d'ondelle avec son Alphonsine, son étrit savoir la négligence de tout. Mais quelle vigueur! Bon, c'est vrai que le mois des brumes réchauffe par devant et refroide par derrière. Et il me dit, tu viendras tantôt pour le cochon. Alors là j'étais content qu'il y avait au Pont-Bouilly. Hein. Tue ton porc à la Saint-Martin et invite ton voisin. Et nous voilà à la Noël. Et il me dit le malheureux, mon gars, à la Saint-Étienne, chacun trouve la sienne. Il était bien ramassé déjà, avec son Alphonsine qui le tripotait de tout partout, en lampant son cou. Puis janvier. J'avais beau le prévenir, Léon, ça pouvait pas continuer comme ça, surtout vu le janvier. Pluie de janvier, remplit les cimetières, sans rier le Léon à se taper les cuisses. N'empêche qu'il avait raison. Vu que c'est moi qui est parti le 15. Mais que moi aussi j'avais raison. Vu qu'elle a sa mort, tout est mort. J'y tenais pas trop à Vinchon. J'aurais préféré Marie-Mère. Juste Marie-Mère. Bon, né Vinchon, à la limite. Mais ça aurait été mieux. Oh, mais non, pas à cause de la réputation des Vinchon, non. C'est vrai que mon père, un beau salaud on peut même dire, qui me foutait des torgnoles quand je criais. Et je criais à chaque fois qu'il emmenait ma sœur Christine dans la chambre. Et pas à cause de ma mère qui me pipait mot et me consolait des torgnoles, non. Et pas à cause de ça, que tout le bourg savait, non. Mais juste parce que Marie, mère, c'est le même mot, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres de Marie et mère, ce sont les mêmes. Et on arrive à aimer. Marie, mère, aimer. Ce sont les mêmes lettres. Et ça, c'est joli. Moi qui ai vécu si seule, qu'à la fin me suis pendue à la grange au foin. Moi, je suis quasi heureuse ici. Par raison de vous dire, on est quand même plus nombreux que les autres là-haut. La jolie Rosette au café du canal, sous le trou de Dieu qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, si on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé, et je ne savais pas que tu étais venu, et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau les fées ne se penchaient pas beaucoup. Et chaque fois que je tombais sur un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou. Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là.
sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. Nous étions seuls au monde dans ce bal populaire, et d'une seule main je prisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu, ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux, j'aime l'oiseau parce qu'il sait tomber, j'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de satine quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça fait bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que tu aurais pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie rosée au café du canal, sous le trône du Dieu qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous de cœurs entrelacés. Ici, on peut t'apporter ses baisers. Chère maman et cher papa, voilà quelque temps que je suis ici. Je ne sais pas exactement, mais ça ne fait rien. J'ai juste envie de vous parler. Pour moi, tout va bien. Ne vous faites surtout pas de soucis. Surtout pas. Je n'ai pas pu voir comment était la vie pour la regretter assez. Et le peu que j'ai pu entendre lors de l'enterrement m'a convaincu que je n'ai rien manqué. Mon seul regret, c'est vous, que j'ai laissé là-bas. Voilà mon inquiétude. Qu'allez-vous devenir sans moi? Comment allez-vous vous débrouiller dans la part qu'il vous reste à vivre? Je ne suis plus là pour vous aider, et les quelques heures que j'ai passées avec vous ont suffi à m'attacher à vous, à ton haleine de tabac froid, papa, à tes seins gonflés de lait sucré, maman. Et je suis sûr que nous aurions formé une belle famille. Oui, je vous aurais aimé et haï comme un bon fils. Enfin, vous savez cela mieux que moi. Voilà les quelques mots que je voulais tout de même vous dire et que vous n'entendrez peut-être pas. Mais rassurez-vous, je me porte bien. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Votre fils, Jean. Coucou! Coucou! Ah. Je vous ai entendu lire votre lettre, monsieur. Elle est très jolie. Merci. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Je m'appelle Jean Blandin. Moi, c'est Violette Blandin. Oh tiens, on a le même nom. Ce n'est pas étonnant, je suis ton frère. Non, j'ai pas eu de frère. Je sais. J'étais encore bébé quand je suis mort. On n'a pas eu le temps de se rencontrer. Alors, je suis votre sœur? Tu peux me tutoyer, tu sais, entre frères et sœurs. Ah oui, je me souviens. Un jour, j'ai entendu papa dire que cette fois-ci, on ne le perdrait pas. Il parlait de moi, je pense. Oh, mais ils m'ont pas gardé bien longtemps. Hein. J'ai à peine fêté mon 4e anniversaire et après, je suis morte. Ils ont dû pleurer beaucoup. Il pleure encore.
Et c'est pour ça que tu leur écris une lettre pour qu'ils pleurent plus? Oui. Dis, on les reverra, papa et maman. Mais bien sûr, ils viendront nous voir bientôt. C'est quand bientôt? Bientôt. Dis, tu restes avec moi. Mais oui, on va rester ensemble. C'est bien d'avoir un grand frère. À quoi on joue? Tu choisis. Ah, ni oui ni non. Si tu veux. T'es d'accord? Oui. T'as perdu! T'as perdu! J'avais bien dit au Roger. Du sapin, je veux du sapin. Au prix du chêne. Tu te rends pas compte? Le chêne en plus. Et puis ça nous rappellera les Vosges, le sapin. Il était 52, en 2 chevaux à Gérardmer, avec le Gilles qui allait tous les 3 ans et qui barbotait dans l'eau. Et nous allongés sous les sapins, avec les épines qui nous piquaient les fesses. Et cette odeur de sapin. Le sapin, Gérardmer, c'était pas plus mal. Puis, le Gilles, s'il n'avait pas serré le cordon de la bourse, jamais on y serait allé à Gérardmer. Lui qui rêvait de Sainte-Trope et des nichons qui se baladent à poil à Sainte-Trope. C'est comme pour la 2 chevaux. Si j'avais pas dit maintenant stop, après le boulot, tu t'arrêtes plus, je t'allais à Pascal pour t'en jeter un petit dernier. À la fin, les petits font une grande ardoise. La 2 chevaux, on n'aurait jamais pu le s'offrir. Et Gérardmer encore moins. Et les sapins non plus. Et puis le Roger, là, dès que je le tourne le dos, hop, il compte plus. Du chêne. Du chêne au prix du chêne. Et en plus, la gaine en matière synthétique. Alors que j'avais bien dit, dans l'armoire au fond, à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé l'été 52 à Gérardmer. Après les sapins, il avait fait penser. Mais lui, non, allez, gaine et chêne. A pas pu dire non. Un faible, le Roger. Maintenant que je suis plus là, je suis sûre qu'il va se faire refiler le plus cher. Alors que j'y avais dit, du sapin. Juste du sapin. Du sapin. En ce mois de mars s'éteignait subitement Madame Yvonne Griot, née Larvitte. Originaire des Alpes, elle arrivait en notre bourg en juillet 1942 au milieu de terribles épreuves. En juillet 1951, elle épousait M. Eugène Griot, électricien, et entrait ainsi dans une de nos plus anciennes familles. Elle élevait ses 2 enfants avec un courage et une attention remarquables. Depuis la mort de son mari, tombé en Algérie en juin 1958, décoré de la médaille militaire. Malgré les souffrances et les difficultés qui l'accablaient, elle ne manquait pas de participer à notre vie locale. Depuis 1960, elle tenait le stand gâteau à la fête de la paroisse Sainte-Clotilde. Et elle participait à l'élaboration des costumes à la fête du gala de l'école. Mélomane, elle organisait en hiver des concerts de piano auxquels sa fille Odile excellait, qui a malheureusement succombé à un tragique accident routier.
C'était une personne d'une grande finesse, emplie d'intériorité, de valeurs humaines et spirituelles, toujours souriante, traversant avec beaucoup de dignité une vie de douleur. Voilà l'image qu'ils retiendront de moi. Front ridé et aride, yeux caves, nez pointu, bordé de couleur noirâtre, tempes affaissées et ridées, oreilles rétives en haut, lèvres pendantes, menton ridé et racorni, peau sèche, livide et plombée, poils du nez et des cils parsemés d'une poussière d'un blanc terne. Visage fortement contourné et méconnaissable. Hippocrate a raison, je suis bien mort. Faut comprendre. Pas facile, les bêtes. Et quand il n'y a que ça pour pas crever, alors, faut comprendre. Et quand ils débauchent de partout, et que Mariette n'emmène plus son SMIC, et clignote et suivi par des psychotrucs, et que tout coûte, quand même, faut comprendre. Et que les bêtes, c'est plus ça du tout, mais plus ça du tout, faut vraiment comprendre. Et quand on lit dans le journal un matin, puis un autre, et encore un autre, que pour le bétail d'élevage et d'embouche, les acheteurs régionaux sont moins nombreux et assez réservés dans leur approvisionnement, il faut comprendre. Et que hormis les bonnes femelles, lourdes ou plus jeunes, à conserver et les vaches bergères normalement appréciées, l'écoulement reste difficile pour le reste, et que justement on fait de ce reste réforme allaitante ou génisse croisée, ils font pas plus de 4000, 3000, 2000. On stick les bêtes. Mais il n'y a rien à part les bêtes. Qu'on savait déjà rien faire d'autre que les bêtes, c'est pas maintenant que... Et qu'il faut quand même se lever à pas d'heure. Et quand on lit encore que le marché manque d'avenir, on se dit forcément, nous aussi. Il faut comprendre. Il faut comprendre. C'était quand même un geste de désespéré. Si encore on avait son mot à dire. Mais à croire qu'ils le font exprès. Derrière moi, les bigots, hypocrites et flagorneurs, toujours à inviter monsieur le curé pour le déjeuner d'après-messe. À ma gauche, le Georges Vinchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareille en parole et en acte. Mais le pire vraiment est à ma droite, le comble de l'indécence. Le petit Grandjean, un va-nu-pied malpropre, un étudiant bohème, qui ne désirait qu'abattre les fondements sociaux de notre vieille France, qui se targuait de mettre l'État à feu et à sang, et qui posait des bombes
pour supprimer notre système démocratique et libéral. Je ne veux pas être médisante, mais je crois quand même qu'il existe en ce monde une justice pour ces contestataires rouges. Je ne peux que me réjouir que le cocktail Molotov lui ait explosé entre les mains. Mais voyez ma condition en ce lieu. Des bigots obséquieux, un blasphémateur incestueux, un bolchevique chevelu. Charmante société. Et encore, à mes pieds reste encore une place. Alors je m'attends à tout. Vraiment à tout. Le salaud savait que c'était pas un sanglier. Le goût j'ai René, pas un incident. J'étais là. Même qui m'a même qui m'a dit que si je l'ouvrais, il me l'affaire fermerait comme on est d'un coup de fusil et depuis j'ai les chocottes et que même là c'est pas passé. À l'âge de mes 14 ans, mon père, Georges Vinchon, m'a prise. Il m'a prise à l'âge de mes 14 ans. Et il m'a prise encore et encore jusqu'à sa mort à l'âge de ses 50 ans. Il m'a prise de l'âge de mes 14 ans à l'âge de mes 20 ans. Il m'a prise pendant 6 ans donc. Il m'a prise devant ma mère, qui se taisait. Il m'a prise devant ma sœur, qui criait. Il m'a prise devant le docteur Lemoine, qui se taisait. Devant le curé, qui se taisait. Il m'a prise devant le bourg, qui se taisait. Il m'a prise devant tout le monde, qui se taisait. Devant tout le monde, qui parlait et se taisait. Il m'a prise de l'âge de mes 14 ans à l'âge de mes 20 ans. Dans le mois où il m'a prise, mon sang s'est arrêté de couler. Mon sang s'est arrêté de couler de l'âge de mes 14 ans à l'âge de sa mort, à l'âge de mes 20 ans. À l'âge de sa mort, à l'âge de mes 20 ans donc, mon sang s'est remis à couler. Il a coulé de l'âge de mes 12 ans à l'âge où il m'a prise,
Et il a coulé de l'âge de mes 20 ans à l'âge de ma mort. Mon sang a coulé la nuit de mon mariage. Il a coulé la nuit de mon mariage, la nuit où Gilbert Le Tourne m'a prise. Il a coulé sans s'arrêter, la nuit de mon mariage. À l'âge de mes 23 ans. Et mon sang a coulé. Et mon sang ne s'est jamais arrêté de couler. Bon, pas très simple. Pas tout compris. Bon, récapituler, comprend pas tout. Comment je suis arrivé là et quoi? Bon. Jules Largui, mon beau-père, meurt le 12 août 1964. Descend la Grande Côte sur son vélo Solex, tout neuf. Et dans le village, juste avant la ferme des Riboux. Heurte la Marguerite qui rentre à l'étable. Passe par-dessus et finit le crâne sur une pierre dans le fossé à Purin. Bon. On le ramène chez lui, on le lave, on l'habille, on le veille. Bon. Toute la famille se rassemble, on prie, on vante le défunt, on pleure. Bon. Le mardi, soit le 14 août, on l'enterre. Vous ne pouvez pas le garder trop longtemps vu la chaleur. Donc, on l'enterre le 14 au matin. Toute la famille est réunie. La messe à Sainte-Clotilde, le départ vers le cimetière, le fils Georges, sa femme, Yvonne l'aînée, Sophie la deuxième, Claudine la cadette, ma femme, la mère Largui, enfin tous. Et l'oncle Louis, la tante Charlotte, la belle famille du fils Georges, les voisins, tous. Bon. On le met en terre, la bénédiction, on referme, on sort du cimetière, on va au café de la mairie chez la mère Pascal pour le repas, on s'arrête au comptoir prendre l'apéritif, on boit, 1, 2, 3 pastis, bon. Et là, Sophie qui lance que le vélo Solex, c'est pas un accident. On écoute et on se dit que le pastis, c'est les femmes et l'émotion. Et Sophie réitère que tout ça, c'est de ma faute. J'avais fait la révision le dimanche d'avant. Que oui, d'ailleurs, soutient Georges, qu'il m'avait vu trafiquer autour du vélo Solex du père. Que oui, aussi, déclare la mère Largui. Que même c'était étonnant, renchérit Georges, vu que j'y connaissais rien. Et mon père garagiste, rétorque alors Yvonne. Bon. Et ma femme, Claudine, qui réfute que n'importe quoi. L'Yvonne s'exclame que toujours j'étais pas franc. Oui, hurle la tante Charlotte. Pascal explique que c'est servi. Et le Georges qui gueule, j'avais épousé Claudine pour la ferme et que je l'aurais jamais. Rugit, je crois, la mère Largui. Et la mère Pascal, calme, qui a pas de nous, qui vaut mieux passer à côté. Et l'oncle Louis, qui braille à l'assassin. Enfin, je crois que c'est l'oncle Louis. Et Sophie ou la mère Largui. Enfin, une des femmes qui prend la bouteille sur le comptoir. Et Claudine, alors ça j'en suis sûr, Claudine qui crie « Non !» Et après, ça m'a échappé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé
ici, le 17 août, avec 7 coups de couteau. Enfin, dans le bras, 2 dans l'épaule gauche, 1 dans le ventre, ça, c'était déjà plus grave, 1 dans le thorax, et un dernier au coup fatal, tranchant la terre fémorale. Bon, ça, je comprends. Mais entre Claudine qui crie non et les 7 coups de couteau, là, j'ai beau essayer, il y a des choses qui m'échappent. Elle repose là, avec sa femme, repose là. Brun Roger, 1889-1957, et Brun Julie, née Barbin, 1894-1964. Unis dans la mort. Bel exemple de fidélité conjugale, hein, Roger? Tendresse, attachement, affection, amour aussi. Tout ça, là, gravé pour les siècles, hein, Roger? Pour les siècles, avec sa chère épouse et ses enfants affligés. Avec celle qui a pourri notre vie, hein, Roger? Ce qui aurait dû être notre vie, mon Roger. À nous deux. À tous les deux. J'en avais encore dans la tête. Pas tout dit, tout écrit. M'en restait tout plein. Des lettres découpées dans le journal. Des jolies, des petites et des grandes. Tout plein qui me restait dans le tiroir du buffet. Pour écrire tout ce que je savais. Et c'était le Georges qui avait trafiqué le frein à tambour du père Jules, qui a dégringolé la grande côte et qui a heurté la Marguerite du Gaston qui rentrait à l'étable. Que la Juliette Bigot disait à son mari qu'elle la confesse tous les jours, et le samedi fleurir l'hôtel, et qu'elle retrouvait le Léon dans la grange au foin après la mort d'Alphonsine. Que la Renée n'a pas vraiment été très sage, après que le Marcel a pris du gaz dans les poumons à la première. Que le soi-disant anonyme, dans le coin en face de l'entrée, derrière le massif d'Hortensia, n'est pas si anonyme que ça. Si on allait demander à Sophie Larguite, il n'y a qu'à creuser le mur de la chambre, celui du fond, pour voir les sous qu'elle y a cachés, la grippe sous de Mathilde, qui a fait enterrer son fils aux frais de la commune. Si le Jean Blandin est mort sans avoir vécu, c'est qu'il aurait eu du mal à trouver le bon père. À voir ce que la Huguette couchaillait plus que raison. Le docteur Lemoine, d'ailleurs, qui n'était pas pour rien dans cet heureux accident. Vu qu'il est devenu bien ça, la Huguette. Vu que le vendredi, elle venait pas que pour le ménage. Que le Boche qui est là avec les nôtres, ça pourrait aussi bien être chez les Richer, hein, à cause qu'à la Géraldine, il n'était pas inconnu. Oh, que la femme du Marc qui faisait sa sanitouche, elle se faisait mettre par le receveur de la poste. Oh, et que même, elle hurlait. Que les poules de la mère Triboulet. Mais c'est pas le loup qui les avait prises, mais le Roger qui les avait vendues le vendredi au marché de Landon. Que les deux gosses du Loupin Alpeltruc, enfin, le soi-disant pommier, ne sont jamais arrivés
à Villars-de-Lans. En colo, soi-disant. À cause que le Paul Reboul avait passé un coup de téléphone à la Gestapo. Mais que je pourrais en dire des choses si on m'en avait laissé le temps. Et des parures. C'est pas parce qu'on est mort qu'on n'a rien à dire. Moi, ce qui me manque, c'est le sexe. Maman! Oh, maman! Fais pas semblant. Allez, mange plus. Eh, mange, je te parle. Tu pourrais répondre. T'arrêtes tes conneries, maman, ça suffit. On t'entend la vieille. Ton fils te cause. T'es bouché, merde, ou quoi? Maman, allez, un petit effort. On a pour un moment ici, autant qu'on en discute. C'est plus simple, tu crois pas? Faut que ça sorte une bonne fois. T'es pas d'accord, maman? Mère et fils, maman. Ça crée des liens. On peut pas continuer à s'ignorer. Maman. Oh, maman. Dites-moi. Dis-moi. Tu m'en veux toujours? Et c'est quand même pas ma faute si ton utérus n'était pas assez dilaté. Maman. J'avais rien demandé, moi. C'était une histoire entre papa et toi. T'es pas d'accord? Qu'est-ce que j'y peux que la césarienne, elle est ratée? Bordel, arrête de me regarder comme si... Mais remarque, je comprends, maman. Je compatis même, tu vois. Mais pense un peu à moi. Moi qui n'aurais pas connu les grappaturades de notre campagne. Les jeux enfantins, les amitiés viriles, les raclés paternels, les dimanches familiaux, les corjons au café de la mairie, le dépucelage maladroit, les ragots malveillants du bourg, les rudes joies du labeur quotidien, les amours, assouvies ou malheureuses, l'ivresse de la paternité, le chant matinal de la terre, les après-midi télévisuels à la maison de repos, la lente agonie à l'hôpital. Tu vois, moi, tu n'es pas la plus à plaindre. Et puis on est réunis tous les deux, pour l'éternité. Un maman, et sans papa sur le dos. Petit con, va. C'était drôle de le voir se tortiller, le Robert. Lui qui courait la gueule sans vergogne, rentrait le matin, la braguette encore ouverte.
Et le voilà qui se roule par terre en disant « Non, ce n'est pas possible que ça m'arrive, parte comme ça. Et que non, vous ne voulez pas y croire. » Ah, et que c'était un drôle. Et quand le docteur Lemoine est venu pour signer le certificat, il a foutu à la porte. Oh, et que c'était drôle. Quand il a voulu essayer les vieux trucs qui tenaient de son père, qui les tenaient de son père, oh, le coup du miroir. Et alors, de la plume dans les narines. Ça me chatouillait un peu. Mais alors... Quand il a enlevé mes bas pour me croquer le doigt de pied, alors je me suis dit, là, mon pauvre Robert, tu tournes le moule. Heureusement que le docteur Lemoine est venu avec notre mère et lui a fait une piqûre. Mais qu'est-ce que j'ai ri! J'ai jamais autant ri qu'à ma propre mort. Alors, sur le coup de 2 heures, j'ai été dégueulé. D'habitude, vite fait, bien fait, je me rebouche. Mais là, sur le coup de 2 heures, je dégueule bien jaune. Bah, les pastis, au café de la mairie, chez le maire Pascal avec le Robert et le Marcel. Puis je me dis, tiens, si je déposais mon étron. Enfin, je savais pas trop si c'est parce que je venais de dégueuler, envie de me tarauder, ou si c'est parce que j'avais vraiment envie. Car faut dire, moi je suis du matin, en me levant, juste avant le café. Comme ça, c'est fou. Je peux commencer la journée à vide. Chacun ses habitudes. Mais là, je sais pas trop. Comme une envie, je m'assieds. Et tiens. Oh, ça vient. Ça vient. Oh. Et je sors un bel étron bien dur. Et tiens. Un deuxième. Alors ça, c'est pas dans mes habitudes. Enfin, je me dis, pourquoi pas. Et... un troisième. Bon, d'accord, pas aussi ferme que les premiers, mais convenable, tout à fait. Mais après... oh, c'est venu tout seul. Une chiasse filandreuse. Ah, ça va bien s'arrêter, je me suis dit. Eh ben non, ça sortait. Et c'est comme ça que je suis mort. Sur le pot. Bonjour. Je suis l'idiote du village. Il y en a toujours une assise sur un banc place de la mairie ou debout devant l'église à bave aux lèvres. C'est moi. Le regard débile. Oh, pas trop, mais quand même. Hein. Une minute à me demander le chemin pour Landon et les gens qui repartaient qui disaient « C'est fou tous ces idiots du village, il n'y a qu'ici qu'on voit ça, faudrait les enfermer. » Mais ça aussi je l'étais. Au service psychiatrique de l'hôpital de Landon, quand maman ne pouvait plus me calmer avec les 14 Valium par jour. Un an à crier, hurler derrière la grille. Un an à griffer les murs, à taper contre la porte, à pisser sur moi et à manger mes excréments. Typique, disait le docteur. Typique. J'étais une idiote typique.
Mais au bout d'un an, j'étais toujours l'idiote. Alors je suis restée à la maison avec papa et maman. Et je cassais tout, et papa réparait tout, et maman pleurait, et je crevais les yeux du chat, et papa l'enterrait, et maman pleurait, et je poussais des grognements et des gémissements, et maman me prenait dans ses bras, et papa pleurait. J'étais vraiment l'idiote typique. Avec les gamins du village qui attachaient mon pied au banc ou qui me cachaient dans les toilettes de la mairie. J'étais encore l'idiote du village. Avec mon sourire béat, à rester toute la journée debout, avec cette mare de bave à mes pieds. Et à rentrer chez moi pour casser ce que papa avait rafistolé. Et me blottir dans le giron de maman. Faut les comprendre, hein. Et je les comprends. Mais je pouvais rien dire. Rien de rien sortait. Typique pour une idiote du village. Typique. Sauf qu'un moment m'a fait boire du Terralène mélangé avec de la grenadine et que j'ai enfin arrêté de respirer. Alors là, c'est venu d'un coup d'un seul. Je me suis mise à parler que je peux plus m'arrêter. Typique, vont dire. Typique pour une idiote du village. Moi, j'avais rien contre les fleurs et les couronnes. Ça aurait quand même été plus gai, non? Moi, le Gouget-René, je suis malencontreusement tombé un matin d'hiver de 2 balles de 12,70 tirées par le Marcel Gary, comme un sanglier. Et dans le dos, s'il vous plaît. Dans le dos. Oh, bah avec des verres de cette taille, je me ferais une belle tonge dans la Ragus, tiens. Ou une brème d'1,5 kg au lac du Bluet. Ah ouais, en sûr. Dors en paix, mon époux chéri. C'est plus lire? Dors en paix. Alors, la paix, la paix, la paix. Franchement, je l'ai mérité, ma paix. Mais non, tous les jours elle vient. Peut pas s'empêcher. Tous les jours. C'est au retour qu'il y a eu un problème. Je l'avais dit à Louis-Marie et Didier Georges, c'est un temps à nuage, on n'y verra rien pour rentrer. C'est quand même bête, hein. C'est vraiment bête. Bon, on a fait quelques graffitis, on a ouvert 2 tombes. C'était quand même glauque. Un peu d'aube aussi. Mais enfin, ben c'est au retour que je me suis empalée sur la grille. Si je gis Gisèle Delput, qui fit le bonheur de son époux et de ses 3 amants. Facture. Fourniture, cercueil plus gaine, 2835. Le chêne, ça monte vite. Service, 1665. C'est pas donné, hein? C'est pas donné. Presse plus faire-part, 200. Ça va. Fleurs plus articles funéraires, 2800. Ben, ça chiffre vite, ces babioles. Marbrier, 500. Transport, 800. Je fiche du monde, hein? Transport, 800. Cimetière, puis service communal, 1000. Clergé, 200. Plein la poche, le curé. Total, 10 000. TVA, 1450. À payer, 11 450. C'est d'un luxe de nos jours. À peine né, hop, j'ai mère. Valait mieux pour papa. Ça lui aurait fait de la peine. Lui qui avait tant enduré là-bas. Tout aussi bien qu'il ne soit pas venu et qu'il ne m'ait pas vu.
ni sa Géraldine toute tendue traînée sur la place de la mairie avec moi dans le ventre, bousculée et chahutée, que ses cheveux n'avaient pas encore repoussé que hop, à peine né, je meurs. Je faisais les foins dans le champ pointu, les premiers depuis la libération, quand je me suis senti comme qui dirait bizarre. Je me suis dit, ça, c'est le soleil. Ou les gorgements que j'ai pris de trop. Je me suis allongé à l'ombre du chêne. Je me sentais tout chose. Après, je me suis réveillé. Le soleil s'était couché. J'étais chez moi, dans mon lit, avec l'habit du dimanche. Tout propre, je sentais. J'ai essayé de me secouer. Je me suis dit, ça, c'est drôle. Il m'est absolument pas venu à l'idée que j'étais mort. Maman, il est où, papa? Je suis pas avec lui. Je vois bien, mais pourquoi t'es pas avec lui? Te pose pas trop de questions. Mais dis, il devrait être là. Écoute, papa et moi, on a vécu ensemble tout le temps. On n'était pas fait pour s'entendre. Mais où il est? Un peu plus loin. Tu le reverras, t'inquiète. On est restés bons amis, tu sais. Ah bon? Mais oui. Tu n'es pas bien tous les deux? Si, mais Alors, rien. tu vois, t'as pas de soucis à te faire. Oh, les dégueulasses! C'est encore le Georges. Avec la Nathalie. La Nathalie? Bah, l'aînée des Grangeons. La laidronne. Oh, faut pas exagérer. Mais la semaine dernière, Quoi? elle est venue avec Isabelle. La gardien Isabelle de Saint-Aignan. De Landon. Les gardiens sont de Landon. Non. Le cadet du Georges Gardien a épousé l'Isabelle Deschamps de Saint-Aignan. Tu confonds avec les Duchamps, qui sont de Saint-Aignan par alliance avec les Roirs. Les Roirs sont de chez nous. Mais non, le cadet s'est installé à Saint-Aignan, à la Bretonnière, quand le Roger est parti. Le Roger d'Alput. Toi... Bah, tu pourrais m'expliquer. Le Roger Delmotte. Oh, bon, bah, j'ai compris. N'empêche que de notre temps... On allait au bord de la Raguse. Ou dans le bois de la Sante. Et dans la grange de la mère Pascale. Tu allais pas, toi, Gérard? Moi? N'empêche que... Bah, n'empêche que c'est dégueulasse de venir forniquer chez nous tous les samedis soirs. C'est toi, Raymond? Bonjour, mon lapin. Ben, mon salaud! Content de te revoir. Ben, t'en auras mis du temps. Comment va? T'as jamais été impressé, toi. Oh, ma loute. Oh, ça va, hein? Oh, ma lunette. Arrête, tu veux? Oh, moi en puce. Tu peux me dire ce que t'as fait? J'attendais. Tu attendais. J'attendais. Et tu attendais quoi? J'attendais mon heure, ma perdrix. Et pourquoi si longtemps? Bah, pas ma faute. Où t'as traîné? Tu peux me dire? Mais tu me connais, mon chat. Justement. Mais je... Oh, qu'est-ce que tu vas encore me sortir? Mais quoi? Allez, accouche! De quoi? Sûr que t'as couraté la Lisette. Mais la Lisette, ma biche. La Lisette, oui. Bah, elle est partie l'hiver 77. Bon, bah alors la Marianne. Marianne, mon canard. Mais tu croyais que je te voyais pas? Elle est partie juste après toi. Tu parles. Mais je t'assure. Menterie. Mais tu n'as qu'à demander autour de toi. Mais je ne suis pas dupe. Ma puce. Puis arrête avec ces petits noms. Tu n'aimes pas ma jument? C'est d'un ridicule, là.
Je suis né à Saint-Aignan, au bois de la Sante, derrière la ferme des Riboux, à mi-chemin entre Raguse et Saint-Aignan, le 12 avril 1891. Enregistré à l'état civil de Saint-Aignan le 17. Mais bon, je passe mon enfance. Après, le 27 août 1913, j'épouse Evelyne Nadin, fille de Lisette Nadin et de Gustave Nadin. Je m'installe au bourg. Je ne suis donc, pour ainsi dire, pas un enfant de Morée-sur-Raguse. Disons que je me suis introduit par mon alliance avec une fille du pays. Une belle d'ailleurs. Mais bon, je passe. Donc, je ne figure pas sur la liste gravée sur le monument des soldats morts au champ d'honneur. Je ne le conteste pas, je l'ai expliqué. Mais je tiens à dire qu'aucune mention sur ma pierre tombale n'évoque mon engagement. Un passant un peu au fait des soubresauts de l'histoire pourrait penser « Tiens, encore une victime de la grippe espagnole. » Ou « Tiens, encore un mutin maté, bien fait. » Non. Et pourtant, je devrais jouir de la même reconnaissance que les 27 autres enfants du bourg morts sur le champ d'honneur. Pour ma part, je suis tombé le 13 mai 1917, au chemin des Dames. J'étais sergent fourrier au 132e régiment d'infanterie. Poilu, oui, je n'ai pas honte. Voilà, c'est dit. Nous avons reçu la visite d'un détachement Boche à la tombée de la nuit, au nord du chemin des Dames. Canons, fusils, grenades. Le bulletin des armées l'a signalé le lendemain dans un communiqué officiel. Un fort détachement ennemi a été repoussé par nos feux. Nous n'avons qu'une seule victime à déplorer. C'est moi. Il suffit de lire le bulletin des armées. Mais comme je l'ai déjà expliqué, né à Saint-Aignan, je me suis marié à Morée. Je ne suis donc pas un enfant du bourg. Ceci explique que je ne figure pas sur le monument. Ceci est rien d'autre. Je tenais à le dire. C'est tout. Moi, Gauthier Marius, j'étais affecté au 8e génie. Et moi, Gauthier François, au 159e d'infanterie. Moi, Marius, j'étais téléphoniste. Et moi, François, mitrailleur. Moi, Marius, j'ai combattu au chemin des Dames. Et moi, François, au lieu-dit de la fille morte. Moi, Marius, j'étais blessé le 28 mai. Et moi, François, j'ai été blessé le 9 juillet. Moi, Marius, à la tête, par un éclair d'obus. Et moi, François, à la jambe gauche et au poumon par une grenade. Moi, Marius, j'ai été évacué à Villers-Cotterêts. Et moi, François aussi. Moi, Marius, je suis mort le lendemain, suite à mes blessures. Et moi, François, je suis décédé dans ma famille le 21 octobre 1919 avec une jambe et le poumon droit en moigne. Oh, ça va les frangins. Et moi, Léontine, je suis mort-née pour laisser vivre ces deux cons. La maman, on l'a mise sur la maman à elle. L'Albert, on l'a mis sur la maman. Et quand le Georges est venu, on l'a mis sur l'Albert. Et quand la fille de Georges est arrivée, on l'a mis avec la Marie qui était déjà sur l'Albert. Et moi, pour le moment, je suis tout dessus. Tu essaies de t'en passer, tu sais.
Mathieu Pierson. Je tiens à remercier la mairie qui nous accueille toujours dans cette très belle salle. On tient à remercier Gilles qui nous soutient aussi et bien sûr Stéphane qui est là avec nous dans la régie. Voilà, ben, moi je suis mort. Et ben, bon retour parmi les vivants. Voilà, et surtout on tient à remercier ce chaleureux public qui nous accompagne depuis si longtemps. Merci.